Merci beaucoup. D'abord, merci aux organisateurs de cette journée, d'abord pour le concept original et puis pour m'avoir invité à parler du TDAH, donc le trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Je vais pas. Alors effectivement, moi je suis pas une spécialiste du neurofeedback. Moi je suis psychiatre et je suis responsable d'un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et le TDAH, en l'occurrence, c'est mon domaine d'intérêt privilégié, si je peux dire, à la fois en clinique et également en recherche. Alors, pas vraiment pour le moment dans le neurofeedback, mais ça va pas tarder, parce que Stéphanie Bioula, qui va enchaîner sur la fin de cette présentation, vous parlera d'un projet d'étude de neurofeedback dans le TDAH, auquel on a le plaisir de participer et qui va bientôt démarrer. Alors, le TDAH, je vais pas refaire, j'avais pas envie de faire quelque chose de très scolaire autour du TDAH, puisque, en fait, on m'a demandé de parler de la thématique nouveaux enjeux, nouvelles thérapeutiques. Et donc, moi, j'avais envie de parler un petit peu du TDAH, comment on peut le concevoir aujourd'hui, c'est-à-dire comme une pathologie, finalement, qui a à voir avec un déficit d'autorégulation. Alors, évidemment, vous connaissez certainement les symptômes clés du TDAH, l'inattention, la difficulté, l'impulsivité et l'instabilité motrice. Mais en fait, il s'agit pour les jeunes et les adultes qui souffrent de TDAH d'un phénomène de difficulté de régulation dans plein de domaines. La motricité et l'attention, certes, mais aussi les émotions, la motivation, le sommeil et l'alimentation. Et il y en a probablement d'autres. Alors voilà un peu les enjeux. Les enjeux, ils sont très très nombreux, puisqu'il y a à la fois des enjeux au niveau du diagnostic, du repérage, de la prise en charge précoce, de l'aide aux familles, de l'aide aux enseignants qui sont confrontés à des enfants avec un TDAH, de nouvelles thérapeutiques, psychothérapies, médicamenteuses, neurofeedback et peut-être d'autres. Donc là aussi, il fallait faire un petit tri. Et je voudrais vous emmener un peu autour de certaines, aborder certaines thématiques de réflexion, notamment autour des enjeux diagnostiques. Pour le moment, quand même, comme toute la psychiatrie, le TDAH repose sur un diagnostic qui est tout à fait clinique. Il y a bien sûr, on sait, de tests neuropsychologiques, mais ces tests neuropsychologiques n'ont pas une valeur diagnostique. Ils sont trop peu spécifiques pour cela. Et ma foi, ce qu'on essaye, on essaye de rechercher, ce sont des biomarqueurs, des endophénotypes, donc des phénotypes qui seraient plus proches des aspects héréditaires qui sous-tendent la vulnérabilité génétique du trouble. Pour le moment, il y a des pistes, il y a beaucoup d'efforts de recherche dans ce sens. Et l'idée, ce serait effectivement de pouvoir un jour étayer le diagnostic clinique par des paramètres neurobiologiques et ainsi de pouvoir peut-être mieux en amont définir nos cibles thérapeutiques. Parce que pour le moment, nos thérapies, elles visent très large. On a des enfants et des adolescents, des adultes avec un TDAH, avec un diagnostic clinique. Et puis on va employer des techniques dont on sait qu'elles ont elles ont fait la preuve de leur efficacité, mais on a quand même l'impression qu'on tape un peu dans le tas, si je peux dire. On n'a pas encore quelque chose qui serait très très affiné en termes de cible. Et effectivement, la démarche au niveau thérapeutique, c'est globalement quand même une démarche par essai et erreur. C'est-à-dire que bien sûr, on utilise le cadre de la médecine basée sur les preuves et de la littérature scientifique, mais dans ce cadre large, on va, pour un enfant donné, pour un adolescent ou pour un adulte donné, on va appliquer une première stratégie thérapeutique ou un panel de stratégies thérapeutiques plus exactement. Puis après, on va réévaluer, voir ce que ça donne, voir comment les choses évoluent au niveau de la scolarité, au niveau de l'ambiance familiale, au niveau du contrôle des symptômes. Mais je dirais que notre panier de traitement, il est quand même pas infini pour le moment. Notre panier de traitement, pour le moment, il compte que quelques pommes, si vous voulez. Il est relativement. Alors, je sais pas si.
Alors, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, c'est pas très grave, je vais essayer le pointeur. Voilà, il comporte que quelques pommes avec, pour le moment, essentiellement des stratégies autour de l'optimisation environnementale, c'est-à-dire de l'aide qu'on va apporter au niveau familial, par exemple, pour que les symptômes n'aient pas un retentissement trop important en termes d'estime de soi, en termes de morale, en termes de retentissement scolaire. Donc on va tenter d'aider les familles et les enseignants à faire face, en tout cas pour le TDAH de l'enfant. Et évidemment, on utilise aussi des stratégies psychothérapiques et médicamenteuses sur lesquelles je reviendrai un tout petit peu. Mais on n'est pas en mesure actuellement de proposer d'emblée pour un jeune donné, par exemple, un traitement qui soit tout à fait ciblé par rapport à ses besoins. Donc on procède à ces démarches, d'essais et erreurs, et on ajuste pour le moment selon les évaluations qu'on fait. Mais bon, voilà, les traitements ciblés individualisés, on n'y est pas encore, et on pourrait imaginer qu'on utiliserait pour ça par exemple, une meilleure connaissance des caractéristiques biologiques du trouble et notamment des profils neurobiologiques individuels. On pourrait imaginer aussi que le domaine de la pharmacogénétique pourrait aider à individualiser mieux les traitements, c'est-à-dire à savoir d'emblée, selon le profil génétique de la personne, quel traitement aurait le moins d'effets indésirables et la meilleure efficacité. Enfin, il y a des paramètres environnementaux qui sont importants. On développe actuellement dans le service des psychothérapies. Je vous ai parlé de ces aides pour les parents. Donc, ce sont des psychothérapies à base cognitivo-comportementale qui sont destinées aux parents. Et on a réalisé que là aussi, pour chaque type de famille, il faudrait quasiment différencier ces prises en charge. C'est ce qu'on est en train de construire, puisqu'on est en train de s'intéresser au-delà des groupes thérapeutiques de parents habituels qui utilisent les programmes de Barclay dont vous avez peut-être entendu parler. On essaye de développer des programmes pour des enfants et des adolescents avec des TH hautement comorbides, notamment avec des troubles des conduites. Et là, on va avoir besoin de choses plus adaptées à ces difficultés précises. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, mais qui dit développemental dit aussi que ça change avec le temps. C'est-à-dire que les formes typiques du TDAH mixte qui comporte de l'inattention, de l'instabilité motrice et de l'impulsivité. Chez l'enfant très jeune, l'instabilité motrice, l'hyperactivité est souvent vraiment prégnante, souvent au premier plan. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, les capacités de contrôle de la motricité deviennent quand même meilleures. C'est-à-dire que l'hyperactivité elle-même, ce symptôme plutôt bruyant, eh bien, va commencer à diminuer. Mais souvent, l'impulsivité et l'inattention restent beaucoup plus stables. Et ça veut dire aussi que peut-être on a besoin d'un certain type de traitement à un certain moment du développement. Et puis, là encore, on a besoin de s'ajuster. Par exemple, on réalise aussi que certaines thérapies cognitives sont assez difficiles à utiliser chez l'enfant très jeune et elles commencent à devenir plus intéressantes chez l'adolescent et aussi chez l'adulte. Donc on a l'ajustement développemental du traitement qui est important. Ensuite, dans les enjeux thérapeutiques, un enjeu, je vous en ai dit un mot, le TDAH complexe. Le TDAH complexe, je vous en parle parce que finalement, dans la plupart des cas, il y a des comorbidités neurodéveloppementales et psychoaffectives associées au TDAH. Et en l'occurrence, on peut en avoir même beaucoup. C'est-à-dire plusieurs troubles du neurodéveloppement. Le TDAH peut s'associer à un trouble du spectre de l'autisme, il peut s'associer à des troubles spécifiques des apprentissages, il peut s'associer à un retard du développement intellectuel. Il peut bien sûr aussi s'associer à des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Je n'ai pas envie de vous faire le listing, vous avez maintenant vraiment pour les non-cliniciens qui seraient intéressés, vraiment beaucoup de documents qui vous donnent des informations précises autour de ça. Mais en tout cas, sachez que la question de la comorbidité est un enjeu clinique et thérapeutique important. Ensuite, il y a des enfants avec TDAH qui évoluent clairement dans des environnements très contrastés. Et si vous êtes clinicien, vous savez à quel point l'aide environnementale, le soutien environnemental dont un enfant peut bénéficier pendant, par exemple, ses années scolaires, va être quand même quelque chose de tout à fait important pour son évolution. C'est vrai de manière générale et c'est vrai encore plus pour un enfant qui a des symptômes qui ont un retentissement sur l'entourage. C'est pas facile d'avoir un enfant TDAH à la maison, pas facile de le gérer dans une classe. Donc
Voilà. Et de temps en temps, malheureusement, les spirales environnementales négatives sont relativement importantes et on sait que plus l'environnement est délétère, plus le risque développemental de complications est important, notamment en termes de troubles et conduite délinquante, troubles anxieux et dépressifs, éventuellement la pathologie, l'exposition à des risques de maltraitance, à des risques d'accident, etc. Donc tout ça est amplifié lorsque l'environnement est défavorable. Un mot sur les formes résistantes. Même quand les choses se passent au mieux et quand on a l'impression que voilà, on va utiliser les traitements les plus les mieux étudiés pour traiter un TDAH, eh bien, il y a quand même des non-répondeurs. Et ces non-répondeurs ne sont pas nécessairement des erreurs de diagnostic comme on pourrait l'imaginer. Évidemment, il faut réévaluer le diagnostic, mais en pratique, il y a bien des formes résistantes et ça fait un peu écho à cette question de pharmacogénétique. Ensuite, il y a des formes persistantes. Ça veut dire aussi qu'il y a bien un TDAH chez l'adulte. Les taux de persistance sont actuellement jugés autour de 60%. Pas tous dans un diagnostic syndromique, mais pour un certain nombre d'adultes, il persiste des symptômes avec une gêne fonctionnelle et parfois un diagnostic complet, syndromique, avec des complications. Là encore, essayons de voir un petit peu comment vivre avec ce défaut d'autocontrôle peut être compliqué. En général, ce qui se passe, c'est que l'enfant, déjà dans sa vie scolaire et familiale, va avoir des expériences répétées d'échecs qui peut de temps en temps aussi rapidement parfois le conduire à une sorte d'épuisement cognitif et à des stratégies d'évitement. Le plus fréquent, c'est l'enfant qui, à l'école, ne peut plus fournir d'efforts, évite par exemple les situations de devoir ou les situations où il doit se concentrer. Les représentations sociales malheureusement sont encore fort négatives et c'est quelque chose qu'il faut évidemment faire évoluer parce que vraiment on rajoute du stress au stress. Les comparaisons sociales évidemment dans le même ordre d'esprit sont défavorables et tout ça participe quand même à construire chez l'enfant des schémas cognitifs négatifs qu'on repère en clinique très facilement puisque l'enfant dit de toute manière c'est trop dur, c'est pas la peine que je m'y colle, etc. Donc des schémas cognitifs qui vont éventuellement se pérenniser. Dans les enjeux de prévention, alors, il y en a pas mal aussi. Il y a maintenant, on sait qu'un certain nombre de facteurs de risque sont des facteurs de risque prénataux, périnataux, tout ce qui probablement a un rôle à jouer dans la prématurité, dans le risque aussi d'hypooxygénation fœtale. Donc, des facteurs périnataux sur lesquels on a parfois la possibilité d'exercer de la prévention. Par exemple, l'exposition à l'alcool, l'exposition au tabac pourraient être des facteurs de ce type. Les interventions précoces, je ne vais pas y revenir en détail, mais en fait, on sait qu'un certain nombre d'enfants repérés avec des hauts niveaux d'instabilité motrice, peut-être pas encore dans un diagnostic clinique, mais on se pose vraiment la question des interventions à proposer aux familles notamment et aux écoles qui repèrent des enfants jeunes avec des symptômes évocateurs de TDAH. Ensuite, il y a les formes subcliniques, c'est-à-dire que vous savez bien, nos systèmes de classification vont filtrer les enfants et les adolescents et les adultes qui répondent aux critères diagnostiques, mais je peux vous assurer que parfois il y a aussi des formes subcliniques qui sont tout à fait, qui ont un certain retentissement et pour lesquelles des actions de prévention pourraient être intéressantes, ne serait-ce que l'ajustement de l'environnement optimisé à ces styles de tempérament. Et puis la prévention des complications dans les formes de TDAH syndromique. Il faut vraiment se poser la question de la prévention des troubles anxieux, de la prévention des troubles de l'humeur, de la prévention des accidents de la voie publique, accidents de la route, et de la prévention, qu'est-ce que j'ai oublié, des conduites de consommation, et bien sûr des actes, tout ce qui est lié à l'impulsivité, etc., les transgressions diverses et variées. Les enjeux sociaux, là, je ne développe pas parce qu'il faudrait un topo entier, donc je ne vais pas m'y lancer pour le moment. Mais enfin, moi, j'ai essayé de retracer un petit peu ce qui me paraissait vraiment crucial au niveau des enjeux sociaux, de la prise en charge des enfants et des adolescents et des adultes avec un TDAH, c'est quand même agir sur les représentations sociales. Ça veut dire former les médecins, bien sûr, former les psychologues, mais aussi former les enseignants et les personnels qui s'occupent d'enfants et d'adolescents. C'est quand même une pathologie qui est prévalente, autour de 5% en population générale.
Organisation des soins, oui, il y a des problèmes importants au niveau de l'accès aux soins, il y a des problèmes importants au niveau de la reconnaissance des troubles l'organisation des filières de recours actuellement n'est pas optimale en France. Alors, un petit mot aussi sur les mécanismes. On va quand même parler un peu de neurobiologie. Alors attention, hein, là je vous ai un peu bombardé avec une diapositive compliquée, mais je vais essayer de vous la décrypter très, très, très rapidement. Dans les facteurs de risque connus, on a des facteurs de risque dont je vous ai parlé, des facteurs de risque environnementaux précoces et un certain nombre de facteurs génétiques, chacun portant un risque relativement faible. On est dans quelque chose, un déterminisme qui est très probablement très multifactoriel, avec non seulement des facteurs génétiques et environnementaux, mais les interactions de ces facteurs entre eux. Il y a un certain nombre de phénotypes neurobiologiques qui sont identifiés dans le TDAH. Je ne vais pas tous les détailler. Ils n'ont pas eu tous la place sur ma diapositive non plus. Mais sachez que quand même, essentiellement, on décrit des anomalies au niveau du système de contrôle cognitif. On décrit des anomalies de connectivité entre le réseau mode par défaut et le réseau de contrôle cognitif. On décrit des anomalies du système de récompense et des délais de maturation corticale. Après, il y a un certain nombre de déficits neuropsychologiques dont on commence mieux à connaître les liens avec le phénotype neurobiologique d'ailleurs. Mais donc, ce qui est le plus connu, les déficits de mémoire de travail sont fréquents. Les variabilités du temps de réaction, ça c'est quasiment le paramètre neuropsychologique le plus constant, même s'il n'est pas toujours présent. Les difficultés au niveau du fonctionnement exécutif, des déficits de contrôle inhibiteur, l'intolérance au délai de récompense. Ce sont des enfants, adolescents qui ont beaucoup de mal à s'orienter sur des récompenses différées. Et puis le déficit d'arousal et d'attention qui font évidemment le lit des symptômes et de l'expression clinique du trouble. En sachant qu'on a quand même, pour le moment, pas toujours une corrélation neuropsychologique et clinique qui soit absolument parfaite, il faut bien le dire. Alors voilà un petit peu, je vais essayer de faire fonctionner ça, c'est pour vous donner une idée visuelle de ce qui a été montré comme étant le délai de maturation cérébrale chez les enfants et adolescents avec un TDAH. Donc là on part d'une petite comparaison très visuelle, c'est une petite vidéo si j'arrive à la lancer, voilà, du délai de maturation au niveau du cortex cérébral. Voilà en pratique en violet les populations contrôle et puis avec un peu de retard donc suit la population avec un TDAH. Donc on a quand même des anomalies rien qu'au niveau volumétrique qui sont bien documentées. Et on a évidemment aussi des anomalies au niveau neurobiologique fonctionnel qui sont extrêmement répartis. Là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément de réseaux fonctionnels qui ont été identifiés comme fonctionnant différemment chez les jeunes avec un TDAH et les adultes d'ailleurs. Et puis, dans une recherche un peu plus, voilà, je trouve que ce qui émerge beaucoup actuellement en neurobiologie du TDAH, c'est toutes les études de connectivité neuronale. Alors, vous connaissez ça certainement mieux que moi, mais moi, je trouve intéressant qu'une des hypothèses une des hypothèses dans le TDAH serait que le réseau en mode par défaut, je ne sais pas comment traduire ça, mode network, ce réseau qui correspond à notre activité cérébrale quand on est à l'état de repos et qui visiblement, d'après ce que j'ai pu lire, fait un peu est un peu à la base du sentiment d'être soi. Ce mode par défaut viendrait dans le TDAH interférer avec le fonctionnement du mode contrôle cognitif qui est ici, ce mode-là, qui est le mode qu'on utilise, donc les aires cérébrales qui sont utilisées quand on est sur une tâche en train de réaliser une tâche. Et comme si dans le TDAH, une des hypothèses serait qu'il y a de temps en temps des ruptures de fonctionnement de ce réseau de contrôle cognitif par l'irruption
d'une activité de ce réseau par défaut. Alors, moi, ça me parle cliniquement parce que quand j'ai des enfants avec un TDAH en consultation, parfois je suis en train de leur parler, on discute, et tout d'un coup, ils sont plus là. Alors, ils sont plus là, et moi, et ils sont plus là, ils sont dans leur monde, ils sont dans leurs pensées, etc. C'est pas forcément quelque chose... voilà, ils sont tout simplement un peu déconnectés. Et on peut effectivement se dire que peut-être qu'ils sont tout d'un coup passés dans un autre stade de leur fonctionnement cérébral. Alors, dans le fonctionnement cérébral, et là, certainement, on va en parler, et les prochains orateurs vont en parler beaucoup plus en détail, donc je vais pas m'attarder, mais il y a des altérations électroencéphalographiques qui ont été montrées dans le TDAH, et notamment l'existence d'un ratio donc, de θ sur β augmenté, et cette augmentation relative donc de l'activité θ a des caractéristiques d'endophénotype puisque c'est retrouvé chez les apparentés de premier degré. Donc ça a une certaine irritabilité, une persistance en termes de développement et c'est un paramètre qui est sensible au traitement. Il est relié, ce paramètre de EEG, à l'existence aussi d'un faible arousal et de difficultés attentionnelles, plus qu'à la dimension impulsivité. Alors, quelques nouvelles pistes très, très rapidement. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une recherche très active aussi dans le domaine du TDAH sur les modèles animaux qui vont, je pense, vraiment qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui fait qu'un polymorphisme génétique donné ou une mutation donnée va avoir quelle influence, une influence particulière sur un circuit neuronal donné et éventuellement aussi sur l'activité cellulaire. Et j'ai vu qu'il y avait des modèles quand même de plus en plus sophistiqués utilisant des technologies de transfert de gènes, enfin des choses qui sont peut-être plus précises que les modèles initiaux qui avaient été utilisés comme les souris knockout, etc. Donc après, il y a un autre domaine qui me semble aussi très intéressant, c'est celui de la pharmaco-imagerie. Et on a maintenant pas mal de données. Je ne vous ai pas évidemment parlé pour l'instant vraiment du méthylphénidate, mais enfin le méthylphénidate c'est quand même le traitement princeps actuellement disponible du TDAH pour ce qui est de l'aspect médicamenteux. C'est un médicament qui va bloquer le transporteur de la dopamine au niveau du striatum et le transporteur de la noradrénaline au niveau frontal, ce qui a comme conséquence en fait d'augmenter la disponibilité de ces catécholamines dans la fente synaptique. En pratique, dans l'imagerie fonctionnelle médicamenteuse, on peut, à partir de ce type d'imagerie, voir un petit peu mieux comment ça fonctionne, le méthylphénidate, au niveau cérébral. Et là, c'est une méta-analyse relativement récente qui montre en fait dans l'imagerie, en pharmaco-imagerie, que le méthylphénidate a une action plutôt de diminution de l'activation du cortex cingulaire, alors que le cortex frontal inférieur et l'insula vont avoir une activité plutôt augmentée, en sachant que ce sont des zones impliquées dans le contrôle cognitif. Alors maintenant, un mot de traitement. Après, je vais passer la parole à Stéphanie Biulac très rapidement pour vous dire voilà un peu notre panier thérapeutique, à quoi ça ressemble. On a à peu près ça. Avec des choses qui sont plus ou moins utilisées, la neuromodulation n'étant pas encore quelque chose de très utilisé. Dans les nouvelles pistes pharmacologiques, on retrouve, ma foi, les systèmes de neurotransmission dopaminergique et noradrénergique avec des agents qui sont testés encore dans ce registre-là. Pas mal d'études avec des agents plutôt cholinergiques qui sont en cours, actuellement d'essais cliniques ou avec des données dont certaines peuvent paraître assez intéressantes. On utilise aussi dans certains essais cliniques plutôt des molécules histaminergiques, sérotoninergiques ou des molécules mixtes. Donc voilà pour les différentes thérapies. Là, je voulais vous dire un mot des thérapies plutôt destinées à l'environnement, qui vont de la psychoéducation aux modalités d'entraide, aux thérapies, ce qu'on appelle les PMT, le Parent Management Training, qui est c'est pivotal dans la prise en charge du TDAH, et puis évidemment les aides au niveau scolaire. Un mot aussi sur les nouvelles
potentialité en termes de neuromodulation. J'ai vu qu'il commençait à y avoir quelques études de stimulation transcrânienne à courant continu, qui est déjà quelque chose qui est documenté en termes de stimulation cognitive chez le sujet sain, et qui commence à être appliqué dans le TDAH avec l'idée évidemment notamment de renforcer le maintien intentionnel. Et il y a quelques études aussi de stimulation magnétique transcrânienne répétitive qui a un double intérêt, à mon sens, parce qu'elle peut nous aider à mieux identifier ou à identifier de nouveaux biomarqueurs. Et puis, évidemment, en termes de traitement, il y a quelques études pilotes de ce type de stimulation magnétique transcrânienne, avec notamment des applications chez l'adulte, des études pilotes chez l'adulte et encore de manière moins évidente chez l'enfant. Donc moi, j'en ai un peu fini de dresser très, très globalement le cadre de ce qu'on peut espérer dans les prochaines années voir se développer autour du TDAH. J'ai pas le temps de tout développer. Ce sera peut-être l'occasion à d'autres moments. Mais là, on va vraiment vous parler de neurofeedback. Donc j'invite Stéphanie Biulac à venir vous parler de l'étude qu'on va démarrer.